Vous allez voir dans cette vidéo que tous les matins, en grillant vos tartines, vous pouvez réviser votre cours d'électricité. Le courant électrique est un déplacement de particules chargées. Dans un métal, les seules particules chargées qui peuvent se déplacer sont les électrons. Les électrons sont des charges négatives. Un générateur est une pompe à électrons. Et dans un circuit, les électrons se déplacent de la borne moins du générateur vers la borne plus du générateur. En revanche, par convention, suite à une erreur historique lorsqu'on a commencé à étudier l'électricité, le courant, lui, se déplace dans le sens inverse des électrons. Le courant va donc de la borne plus du générateur vers la borne moins du générateur. Un courant, par définition, est un débit d'électrons, c'est-à-dire que le courant traduit le nombre d'électrons qui passent chaque seconde dans une section du fil. Il existe des matériaux qui laissent plus ou moins bien passer la chaleur. Par exemple, la laine de verre laisse mal passer la chaleur. C'est pour ça qu'on met de la laine de verre dans le grenier, tout simplement pour que la chaleur de la maison ait du mal à sortir dehors. De la même façon, il existe des composants électroniques ou des dispositifs qui laissent plus ou moins bien passer les électrons. La grandeur physique qui traduit la faculté qu'ont les composants électroniques ou les dispositifs à laisser plus ou moins bien passer les électrons s'appelle la résistance électrique. Elle est notée par la lettre R et s'exprime en ohms. L'abréviation de ohm est la lettre majuscule oméga. Le symbole normalisé d'une résistance électrique est un simple rectangle avec à l'intérieur généralement la notation dans le circuit de cette résistance. On peut même aussi préciser la valeur de la résistance. Donc ici, par exemple, on a la représentation symbolique d'une résistance dont la valeur vaut 100 ohms. Nous avons ici un circuit tout simple avec deux résistances de valeurs différentes qui sont placées en série. Il y a un générateur de 12 volts qui fait circuler un courant. Comme il n'y a qu'une seule maille, c'est donc le même courant qui va traverser R2 puis traverser R1. Mais comme la valeur de R2 est plus grande que la valeur de R1, ça veut dire que les électrons vont avoir beaucoup plus de mal à traverser la résistance R2. Question: laquelle de ces deux résistances va le plus chauffer? Eh bien, comme la résistance électrique traduit le fait que les électrons vont avoir du mal à traverser cette résistance, en traversant la résistance, comme il va y avoir une opposition au passage des électrons, il va se créer de la chaleur. Donc, par exemple, dans ce circuit, c'est la résistance R2 qui va dissiper le plus d'énergie à la traversée du courant I. C'est donc la résistance R2 qui va beaucoup plus chauffer par rapport à la résistance R1. Maintenant, quand vous avez un dispositif électrique qui dissipe de la chaleur quand vous le branchez, ça veut dire qu'à l'intérieur de ce dispositif, il y a forcément un élément résistif qui va s'opposer au passage des électrons et qui va donc ainsi dissiper de la chaleur. Donc par exemple, si on prend un gris-viande électrique qui est composé d'une simple boucle métallique, eh bien ça veut dire que cette boucle métallique va avoir une résistance électrique. Si elle avait une résistance électrique nulle, elle ne chaufferait pas. Donc il est très facile de mesurer par exemple avec un ohmmètre la valeur de cette résistance. Elle va valoir quelques ohms, c'est-à-dire que ça va
s'opposer au passage du courant. Si on applique une différence de potentiel aux bornes de cette résistance électrique, c'est-à-dire une tension, il se met à circuler des électrons dans la résistance électrique. S'il circule des électrons, il y a donc un courant que l'on note ici I. Mais le courant a du mal à circuler, car l'élément est résistif. Donc les électrons arrivent à passer, mais ça frotte. Et si ça frotte, en fait, ça chauffe. Et cette propriété qu'ont les éléments résistifs à chauffer lorsqu'on fait circuler à travers eux un courant s'appelle l'effet Joule. Si notre résistance chauffe, grâce à l'effet Joule, c'est parce que se dégage une puissance thermique, ici notée P. Puisque c'est une puissance thermique, l'unité de P, c'est bien sûr des watts. Et pour calculer la valeur de P, il y a une formule très célèbre, c'est P égale U fois I. C'est-à-dire que pour calculer la puissance thermique qui se dégage, il suffit de faire le produit de la tension appliquée aux bornes de la résistance multiplié par la valeur du courant I. Ici, on avait 220 volts, un courant de 22 ampères qui circulait, 220 fois 22, ça fait 4840. Donc, quand on met du 220 volts aux bornes de la résistance du gris-viande et qu'il circule un courant de 22 ampères, il y a une puissance thermique de 4840 watts qui se dégage de la résistance électrique et on peut ainsi griller la viande. Maintenant, dire que la résistance électrique dégage une puissance thermique de 4840 watts lorsqu'elle est branchée traduit concrètement que chaque seconde, cette résistance électrique est capable de céder 4840 joules. Prenons maintenant l'exemple du grille-pain. On va imaginer qu'on est aux États-Unis et qu'on applique aux bornes de ce grille-pain une tension électrique de 110 volts. Il circule alors dans la résistance du grille-pain un courant de 5 ampères. Quelle puissance thermique va dégager les grille-pains? On utilise la formule P égale UI, U égale 110, I égale 5, 110 fois 5, 550. Donc, lorsqu'il est branché, ce grille-pain dégage une puissance thermique de 550 watts, ce qui permet de griller les tartines. Nous allons voir maintenant une loi très célèbre en électricité. Reprenons la résistance de notre grille-viande, qui a une résistance de 10 ohms. Si on applique une tension de 20 volts à ces bornes, il y a un courant de 2 ampères qui circule dans la résistance. Mais si on prend cette même résistance et qu'on applique une tension de 40 volts à ces bornes, cette fois-ci, c'est un courant de 4 ampères qui circule dans la résistance. Dans le premier cas, on peut voir que 2 ampères fois 10 ohms, ça fait 20, c'est la tension d'alimentation. Et dans le deuxième cas, 4 ampères fois 10 ohms, ça fait les 40 volts qu'on a mis au départ de la résistance. Donc en fait, à chaque fois, on a la relation U égale R fois I. En fait, il suffit de connaître deux paramètres pour connaître le troisième. Et cette relation est très célèbre, ça s'appelle la loi d'Ohm. Donc prenons un circuit tout simple, on a une résistance de 100 ohms et on applique aux bornes de cette résistance une différence de potentiel de 12 volts. Il se met à circuler dans le circuit un courant noté ici I1. Et grâce à la loi d'Ohm, U égale RI, il n'est pas nécessaire d'aller positionner un ampèremètre dans le circuit.
On peut tout de suite calculer la valeur de I1 puisque I est égal à U sur R si U égale RI, puisqu'on transforme cette expression. Et donc, la valeur de I1, 12 U, 12 volts, divisé par 100 ohms, on trouve 0,12 ampères. Il est possible de combiner la loi d'Ohm et la formule de l'effet Joule. En effet, pour calculer une puissance P, on utilise la formule de l'effet Joule, P égale U fois I. Mais U égale RI, d'après la loi d'Ohm. Donc en fait, on peut dire aussi que l'on a P qui est égal à RI fois I. Mais I fois I, ça fait I carré. On a donc deux formules pour calculer la puissance dissipée par effet Joule. On peut utiliser P égale U fois I, si on connaît U et I par exemple dans le circuit, mais on peut aussi utiliser la formule P égale R fois I carré, si on connaît R et I dans le circuit. Et encore plus fort. Reprenons la formule de l'effet Joule. P égale U fois I. D'après la loi d'Ohm, U égale RI, donc I égale U sur R. On a donc P qui est égal à U fois U sur R. On a donc une troisième formule pour calculer la puissance dissipée par effet Joule, c'est P égale U carré sur R. On peut choisir la formule que l'on veut, ça dépend de ce que l'on connaît dans notre circuit. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne YouTube. Merci.